Voilà, donc moi je vais parler un petit peu du procès, mais je pense que le débat a été bien posé, bien résumé par les quatre intervenants. Il y a effectivement une inversion des valeurs qui fait que l'ensemble constitué par la droite et l'extrême droite a repris des valeurs progressistes comme la laïcité, comme l'égalité homme-femme, pour les retourner, pour leur faire dire le contraire de ce qu'elle signifie en réalité. Et maintenant, cette offensive continue avec la question du racisme. Finalement, on a une situation où certaines personnes disent nous, alors ce nous, on ne sait pas trop qui c'est, ça va y revenir, nous, les Blancs, les Français, les chrétiens, nous sommes les seuls à ne pas être racistes. Donc nous sommes supérieurs aux autres qui, eux, sont racistes. Donc on a une récupération d'une forme dévoyée d'antiracisme pour servir le racisme, et c'est ce que fait Jean-François Copé de façon tout à fait évidente et de façon tout à fait calculée. Donc on a une mutation du racisme dans la société française, non pas tant le racisme quotidien des discriminations, des violences policières, de tout ce qu'on connaît, de la chasse aux sans-papiers, de la définition du Rome comme ennemi. Non, on a une mutation à un niveau idéologique, c'est que maintenant, le racisme est un racisme d'État, est un racisme qui est affirmé par l'État à un double niveau, d'abord par le discours de responsables politiques qui tiennent ouvertement des propos racistes, qu'on se souvienne de Brice Hortefeux et de sa célèbre vidéo, Copé maintenant, donc toute une série de gens qui ont eu des responsabilités politiques importantes et qui tiennent un discours raciste, et ensuite tout un ensemble de dispositifs, de mécanismes d'État qui mettent en place un racisme institutionnalisé. L'exemple des Roms est évidemment, à cet égard-là, l'exemple le plus frappant. Donc contre ça, il faut évidemment se mobiliser pour dénoncer l'inanité de la notion du racisme anti-blanc et bien remettre les choses à leur place. Alors on n'a pas encore accusé les Roms d'être racistes contre ceux qui ne sont pas Roms, mais ça va arriver un jour. Un jour on va nous dire, vous voyez, ces Roms, vraiment ils n'aiment pas du tout ceux qui ne sont pas Roms, ils méprisent les gadgets et tout. Voilà. Bon, donc maintenant pour en venir au procès. Donc le procès, on a eu un jugement, donc c'est un procès qui a été voulu par la Griffe. Alors la Griffe, eux, ne sont pas dans cette logique d'inversion dont je viens de parler. Cette logique d'inversion demande un minimum de capacité intellectuelle, d'anticipation, de réflexion. La Griffe, eux, non. La Griffe, c'est l'Action française, c'est les croisades, c'est on défend Dieu, le roi et la France, et on va lancer les croisades contre les infidèles. Eux, ils en sont restés à un niveau assez basique. Alors, ils sont coloniaux, mais même au-delà de ça, ils sont monarchistes. Enfin bon, il y a toute une série de références historiques bien datées chez eux. Donc, c'est eux qui ont voulu ce procès, c'est eux qui ont fait ce procès, et c'est eux qui ont perdu ce procès. On a eu un très beau jugement l'an dernier rendu par le tribunal de Toulouse qui indique de façon précise, claire et argumentée, qui tranche sur le fond de la question et qui nous dit que la notion de français de souche n'a aucun sens, ce qui est assez évident puisqu'on n'arrive pas à définir la notion de français de souche, et y compris les responsables de la Griffe n'ont pas su la définir. Alors on a des définitions comme celle de l'INED ou de l'INSEE qui nous disent « est français de souche celui qui est né en France » de deux parents qui sont eux-mêmes nés en France. Et dans ce cas-là, si on prend cette définition, il y a beaucoup effectivement de gens issus de l'immigration postcoloniale qui sont dans ce cas-là, puisqu'on a plus des 4 générations, il y a des familles qui viennent du Maghreb, qui sont en France depuis 5 générations. Donc on a des gens, voilà. Et donc cette notion de français de souche, elle est insaisissable. Alors pour la Griffe, les choses sont assez claires, même s'ils n'arrivent pas à l'exprimer. Pour eux, on est français de souche quand on est un vrai Français, qu'on est blanc, qu'on est catholique, et voilà. Donc là, mais ils ne peuvent pas le dire comme ça. Enfin, c'est ça leur idée. Donc là, ils ont été balayés par le tribunal, ils ont fait appel, et ce qui est assez surprenant sur un plan judiciaire, c'est que le parquet, qui au départ avait classé sans suite la plainte de la Griffe, considérant qu'elle n'était pas sérieuse, qui ensuite avait demandé la relaxe de Ouria du bout des lèvres, mais qu'il avait demandé. Et le parquet, bon, la Griffe fait appel, ça c'est normal, ils sont dans leur rôle, mais le parquet, curieusement, s'est joint à cet appel, pour une raison que je ne comprends pas, et je compte bien poser la question cet après-midi au parquet, de comprendre pourquoi ils ont tenu à faire appel. Et donc là, voilà, donc on va rejouer d'ailleurs cette pièce de théâtre cet après-midi, et il faut évidemment que le résultat soit le même, que ce soit, parce que il n'y a, enfin, rien ne tient dans cette affaire. Rien ne tient. Les Français de souche, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est ce que Ouria a voulu dire quand elle a créé le néologisme souchien. Ensuite, ce néologisme a été utilisé par d'autres. Il a été utilisé par
Esther Benbassa, d'accord. Il a été utilisé par Jean-Louis Borloo, il a été utilisé même par Bruno Gollnisch, donc ça n'a aucun sens. Enfin, le fait qu'un mot se termine par chien, ça ne veut strictement rien dire. Personne n'a imaginé que les Autrichiens soient des animaux qui marchent à quatre pattes. Le fait qu'un mot se termine par la désinence chien, ça n'a aucune référence à la jante canine, et il faut être victime d'hallucinations auditives pour prétendre le contraire. Donc voilà un petit peu en quels termes le débat se pose. Et enfin, au-delà de ça, c'est vrai qu'il faut profiter sans doute de ce procès pour mener une contre-offensive et pour bien décrire la réalité du dispositif qui se met en place, où maintenant on a une différenciation des statuts. L'idée majeure depuis la Révolution française, c'est l'égalité. Alors ce principe d'égalité a été bafoué à de nombreuses reprises, mais enfin il reste quand même comme l'idée de base de la République française. Et le problème, c'est que maintenant, de plus en plus, on est en train de créer des statuts différenciés entre les Français et les étrangers. Au sein des étrangers eux-mêmes, on distingue entre les étrangers qui ont une carte de séjour et ceux qui n'en ont pas. Après, on a les Roms, qui ont un statut spécifique. Être Rome, maintenant, en France, c'est une définition raciale, bien évidemment, et ça correspond à un statut juridique, y compris même dans le discours naïf antiraciste de certains qui prétendent et qui pensent défendre les Roms. On a, et au sein même donc de ceux qui sont français, qui sont juridiquement français, qui ont une carte d'identité française, on a toute une série de distinctions qui rappellent un peu ce qui se fait dans les années 30, où on distinguait les vrais Français et les Français naturalisés. C'est comme ça qu'on posait la question dans les années 30. Et maintenant, on a effectivement différentes façons, différentes modalités d'être français. On a les Français musulmans qui ne sont pas les mêmes que ceux qui ne sont pas musulmans. On a toute une série comme ça de statuts différenciés. Et il faut se battre contre ça pour réaffirmer simplement l'exigence du principe d'égalité.